Chères étudiantes, chers étudiants, au Maroc, comme dans la plupart des autres pays, le coronavirus et le confinement ont bouleversé votre cursus. Naturellement, vous avez de nombreuses interrogations, mais sachez que la faculté de droit et l'ensemble des enseignants sont mobilisés afin de vous garantir, malgré l'absence de cours présentiels, un suivi pédagogique à distance. Me concernant, je dois vous dispenser dans ce semestre 4 le droit des sociétés. L'un des phénomènes les plus marquants de la vie des sociétés au cours de ces dernières années est incontestablement l'importance prise par la dimension juridique. Au Maroc, la création d'entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, a connu un développement considérable et on les rencontre dans tous les secteurs de la vie économique. Dans le cadre de son développement, l'homme d'affaires affronte l'environnement juridique à chacune des étapes de l'évolution de la société. Il doit choisir une forme juridique lors de la création, organiser les échanges entre la société et son environnement, prendre des risques qui s'attachent à toute activité commerciale, industrielle ou de service. La société est une institution familière du commerce et de la plupart des secteurs d'activité où l'homme est amené à entreprendre. Elle correspond à la nécessité d'organiser le regroupement des moyens humains, intellectuels, techniques et financiers indispensables à la réalisation et à la pérennité des entreprises. La société s'analyse comme une technique d'organisation et une structure juridique. De cette réalité socio-économique, le droit a un aspect organisationnel extrêmement important et la société donne au droit une dimension d'une science d'organisation de l'entreprise. En droit marocain, l'entreprise individuelle et la société sont les deux modes possibles d'organisation de l'entreprise commerciale. Lorsque l'entreprise est exploitée par une personne physique seule, on parle d'entreprise individuelle. Lorsqu'elle est exploitée par un groupement de personnes qu'on appelle personnes morales, dans ce cas, on est en présence d'une société. Si les sociétés se sont développées à côté des personnes physiques commerçantes, c'est notamment dû aux insuffisances de l'entreprise individuelle au plan économique, social et fiscal. Cependant, l'entreprise individuelle et la société commerciale ont des caractéristiques radicalement différentes. L'entreprise individuelle est donc celle exploitée par un commerçant, personne physique seule, c'est-à-dire sans associé. On dit d'un tel commerçant qu'il exerce le commerce en son nom personnel ou en son nom propre ou en son propre compte. Il est important de comprendre qu'une telle entreprise individuelle n'a pas de personnalité et de patrimoine distinct de ceux de la personne physique qui l'exploite. Dans la théorie traditionnelle, le patrimoine d'une personne physique est lié à sa personnalité, ce qui l'empêche d'avoir plusieurs patrimoines, notamment des patrimoines dits d'affectation. Par exemple, un patrimoine d'affectation commerciale qui serait distinct de son patrimoine civil et séparé de ces derniers. Ici, on comprend tout l'intérêt que pourrait avoir pour un commerçant individuel un patrimoine d'affectation commerciale. En effet, si l'entreprise individuelle avait des difficultés, les créanciers de cette entreprise ne pourraient poursuivre que le patrimoine d'affectation commerciale de ce commerçant, à l'exclusion de son patrimoine personnel, qui serait ainsi juridiquement autonome et protégé.
Cette théorie du patrimoine d'affectation n'a jamais été introduite dans le système juridique marocain. C'est la raison pour laquelle l'unité qui existe entre patrimoine du commerçant exerçant le commerce en son nom personnel et le patrimoine de son entreprise individuelle fait de cette dernière un mode d'organisation de l'entreprise pouvant se révéler dangereux sur le plan patrimonial. De plus, si l'entreprise individuelle, qui représente le plus grand nombre d'entreprises au Maroc, est par hypothèse limitée tant sur les compétences techniques que par les possibilités financières de la personne morale. L'aléa majeur de l'entreprise individuelle était lié à la vie même de l'entrepreneur. En revanche, la société commerciale, mode d'organisation de l'entreprise, se distingue de l'entreprise individuelle essentiellement par deux caractéristiques. D'une part, l'entrepreneur n'exerce plus le commerce seul, mais avec des associés. Et depuis la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée du 13 février 1997, il est possible de créer une société à responsabilité limitée à associés unique qui est une société avec un seul associé. D'autre part, la société est un contrat qui obéit à des règles complexes avec création d'une personne morale nouvelle dont le support juridique est la personnalité morale. Dans le droit marocain, dans le droit positif marocain, la société est un contrat par son origine et une institution par son développement. Trois textes juridiques en témoignent, et nous l'avons dit tout à l'heure. D'abord, la loi 5-96, la loi 17-95 et enfin l'article 982 du Daïr des obligations et contrats qui précise expressément que la société est un contrat. Ces lois ont adapté le droit marocain aux besoins de notre époque, notamment grâce à l'existence de personnalités juridiques distinctes et donc de patrimoine distinct. Nous savons clairement à qui appartient tel ou tel élément du patrimoine. Ces lois ont de ce fait facilité la création d'entreprises au Maroc. Face aux réalités juridiques de la vie des affaires, la bonne gestion de la société passe désormais par une bonne maîtrise du droit des sociétés. Ce droit est un ensemble de règles applicables aux sociétés définies par les articles 982 à 1063 du Daïr des obligations et contrats. Parmi les sociétés, il y a lieu de distinguer les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Cette distinction ou cette dichotomie repose d'abord sur le genre d'activité qu'exerce la société. Sont commerciales les sociétés ayant pour objet l'exercice d'actes de commerce prévus par l'article 6 du Code de commerce marocain. Sont civiles, en revanche, les sociétés qui, par opposition, n'ont ni une forme réputée commerciale, ni un objet ayant le rapport avec le commerce. Il est intéressant, tout d'abord, avant de voir plus longuement le droit des sociétés, de s'interroger sur la question de savoir quelle est véritablement la nature juridique de la société en droit marocain. Selon l'article 982 du Daïr des obligations et contrats, je cite, qui dispose que la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois,
en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Partant de cette définition légale, la doctrine juridique s'est d'abord divisée sur cette nature juridique de la société. S'agit-il d'un contrat ou d'une institution? Deux approches doctrinales ont été alors proposées. L'approche contractuelle et l'approche institutionnelle de la nature juridique de la société. D'abord, l'approche contractuelle de la société. Cette approche analyse la société comme un contrat. Cette doctrine s'appuie sur les termes de l'article 982 du Diaire des obligations et contrats qui, rappelons-le, définit expressément la société comme un contrat. Cette doctrine, cette partie de la doctrine, analyse la société comme une manifestation de volonté. Dans ce cas, bon nombre de règles applicables aux sociétés relèvent du droit commun des contrats, notamment l'article 2 du Diaire des obligations et contrats, qui prévoit les quatre conditions de formation de contrat, à savoir le consentement, la capacité, l'objet et la cause. De même, cette doctrine ou cette approche contractuelle de la nature juridique de la société justifie le fonctionnement des sociétés par le recours aux contrats spéciaux, notamment le mandat prévu à l'article 979 du Diaire des obligations et contrats, et précisément dans le domaine des droits de société, le mandat social lorsque l'on parle de dirigeants. Cette approche contractuelle de la société va néanmoins connaître quelques critiques. En effet, pour certains, cette approche contractuelle ne peut expliquer bon nombre de règles applicables aux sociétés, notamment qu'il s'agisse de leur constitution ou de leur fonctionnement. Pour ces auteurs, la seule volonté des associés ne permet de conférer à cette dernière la personnalité juridique. En effet, pour l'acquérir, il faut une formalité administrative, à savoir l'immatriculation au registre du commerce. Une fois constituée, la personne morale aura des intérêts propres qui seront distincts des intérêts des associés. De plus, ces auteurs soulèvent que les pouvoirs des dirigeants sont fixés par des règles impératives auxquelles la volonté des parties ne peut pas y déroger. Enfin, ces auteurs ou cette partie de la doctrine ajoutent que les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des associés. Ces critiques d'une partie de la doctrine ont démontré que les règles contractuelles sont insuffisantes. Face à cette insuffisance, certains auteurs ont alors proposé une autre analyse de la société, c'est l'approche institutionnelle. Cette approche institutionnelle de la société commerciale s'appuie sur l'acceptation par la majorité des membres d'un groupe de personnes ou d'une organisation sociale, de la poursuite d'un intérêt commun. Selon cette doctrine, les droits et les intérêts privés des associés sont subordonnés au but social qu'il s'agit d'atteindre.
La considération du but social explique ainsi que les droits des associés peuvent être modifiés par une décision par la majorité des membres au nom de l'intérêt social. Cette approche institutionnelle que les dirigeants ne sont pas des mandataires, mais des organes chargés de mettre en œuvre la volonté commune des associés. Ainsi, les décisions des associés majoritaires peuvent être annulées lorsqu'elles sont contraires justement à l'intérêt social. Face à ces deux approches contractuelles et institutionnelles de la société, d'autres auteurs ont trouvé plus judicieux de faire la synthèse de ces courants de pensée. Ces auteurs analysent la société à la fois comme un contrat et comme une institution. Ici, l'idée est selon laquelle la société aurait une nature mixte, une nature hybride, conciliant l'aspect contractuel et l'aspect institutionnel. Mais cette nature mixte varie d'une catégorie de société à l'autre. Ainsi, dans les sociétés de personnes, par exemple la société en nom collectif, la société en commandite simple ou la société en participation, qui se caractérise par l'aspect prédominant du facteur personnel intuitu personae. L'aspect acte juridique est ici prépondérant. À l'inverse, dans les sociétés de capitaux, par exemple la société anonyme, ou encore la société à responsabilité limitée, ou enfin la société en commandite par action, ici, l'aspect institutionnel est plus marqué. De plus, cette nature mixte varie à l'intérieur d'une même catégorie, d'un type de société à l'autre. Par exemple, à l'intérieur de la catégorie des sociétés de capitaux, l'aspect institutionnel est très net pour la société anonyme que le législateur marocain a enfermée dans un carcan de dispositions d'ordre public. En revanche, dans les autres sociétés, on trouve une large place à la liberté contractuelle. Quelle que soit l'approche doctrinale, nous pouvons soutenir que la société commerciale est une technique d'organisation de l'entreprise, mais également un terrain privilégié de développement de l'ingénierie juridique. Après avoir vu le débat doctrinal sur la nature juridique de la société, entre ces deux approches, voire les trois approches contractuelles ou institutionnelles, ou les deux à la fois, il est intéressant de voir maintenant qu'en est-il de la constitution de la société. Selon l'article 982 du Derrière des obligations et contrats, et nous l'avons dit dans le cadre de l'introduction, je cite, « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux, à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. » La société est donc un contrat soumis aux règles générales qui régissent le contrat. Cependant, ce contrat, prévu par l'article 982 du Derrière des obligations et contrats, n'est pas un contrat comme les autres. Son originalité nécessite en effet un encadrement juridique strict,
dans la mesure où l'accord de volonté de deux ou plusieurs personnes donne, sous certaines conditions, naissance à un être juridique nouveau qui est la personne morale. Comme tout contrat, le contrat de société doit respecter des règles de constitution commune à toutes les sociétés, mais également des règles spécifiques du contrat de société. À ces règles s'ajoute, enfin, le respect des conditions de forme du contrat de société. D'abord, les règles de constitution commune à toutes les sociétés. La naissance d'une société commerciale, quelle que soit sa forme, suppose, pour être valablement constituée, que les conditions générales de validité des contrats, mais également des conditions spécifiques de formation de contrat soient respectées. Qu'en est-il des conditions générales relatives à la formation du contrat de société? Originairement, la société se présente comme un contrat qui s'accompagne d'un acte écrit détaillé, appelé dans la pratique les statuts. L'article 2 du Daïr des obligations et contrats subordonne expressément la validité des contrats en général, et donc du contrat de société en particulier, au respect de 4 conditions essentielles, à savoir la capacité de s'obliger, une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation, un objet certain pouvant former objet de l'obligation et enfin une cause licite de s'obliger. Nous allons interpréter successivement ces 4 conditions. D'abord, la première condition de l'article 2 du Daïr des obligations et contrats, la capacité de s'obliger. En droit des sociétés, il s'agit de la capacité juridique des associés. Les exigences en la matière varient selon la forme juridique de la société. Dans les sociétés de capitaux et dans une certaine mesure les sociétés à responsabilité limitée, les associés n'acquièrent pas la qualité de commerçant en devenant associés. De ce fait, il n'est pas requis qu'ils détiennent la capacité commerciale prévue par l'article 12 du Code de commerce marocain. Ici, la capacité civile est suffisante, elle est prévue à l'article 3 du Daïr des obligations et contrats. Dès lors, le mineur émancipé peut librement devenir associé. Cette possibilité est même offerte aux mineurs non émancipés ou à l'incapable majeur par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. En revanche, dans les sociétés de personnes, les associés en nom collectif et les commandités sont tenus personnellement et solidairement de toutes les dettes sociales. Ils ont la qualité de commerçants. À ce titre, ils doivent satisfaire aux conditions requises pour devenir commerçants, à savoir ne pas être incapables de faire le commerce et ne pas être déchus du droit d'exercer le commerce ni faire l'objet d'une incompatibilité. Deuxième condition prévue par l'article 2 du Daïr des obligations et contrats,
Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation. Il s'agit ici du consentement, qui a été érigé par l'article 987 du Daïr des obligations et un contrat comme une condition de validité du contrat de société. Celui-ci est nul dès lors que les associés n'ont pas valablement consenti à leur engagement. Juridiquement, le consentement des associés doit exister et ne pas être vicié. Vicié par trois éléments. Le vice de consentement peuvent être soit le dol, l'erreur ou la violence. Le consentement de chacun des associés doit donc exister et porter sur un acte qui revêt les éléments caractéristiques du contrat de société. Le consentement ne doit pas avoir été donné par erreur. Celle-ci est caractérisée lorsqu'il est établi, lorsque le contrat est établi, lorsqu'il établit une erreur sur les qualités substantielles de la chose, ou lorsque le contrat aurait été conclu intuitu personae, en cas d'erreur sur la personne d'un des associés. Le dol, quant à lui, ne vise le consentement qu'à la double condition qu'il ait été déterminant et qu'il émane de l'une des parties au contrat. Enfin, la violence, rarement invoquée, pourrait être, dans le domaine du droit des sociétés, une violence économique. Rappelons que le non-respect des règles relatives au consentement entraîne en principe la nullité du contrat de société. Rappelons également que la nullité, c'est la sanction de l'inobservation des conditions de formation du contrat. Cependant, cette nullité, cette sanction, spécifiquement réglementée par le droit des sociétés, est encourue dans des conditions plus restrictives qu'en droit commun. Elle obéit de plus à un régime strict destiné à éviter son prononcé. En outre, la circonstance que le contrat de société soit, dans la majeure partie des cas, un acte collectif qui donne naissance à une personne morale a conduit le législateur à exclure la nullité de la société dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par action lorsque le consentement de l'un des associés a été vicié.